Bien, bonjour à toutes et tous. Nous poursuivons notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État ce soir. Donc, messieurs, madame le rapporteur, chers collègues, nous recevons à présent monsieur Bruno Bonnel, ancien député pour ses fonctions actuelles de secrétaire général pour l'investissement, chargé de France 2030, et vous êtes accompagné de Géraldine Levaux, qui est secrétaire générale adjointe. Bonsoir, madame, monsieur. Ce secrétaire général pour l'investissement, donc le SGPI, est chargé sous l'autorité du Premier ministre d'assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'État à travers le déploiement du plan France 2030. Rappelons que France 2030 représente une enveloppe totale supérieure à 50 milliards d'euros, donc 40 milliards, pour financer des investissements stratégiques et 10 milliards d'euros pour financer les écosystèmes d'innovation. Vous pourriez d'ailleurs revenir sur ce petit sujet pour nous expliquer ce qu'il en retourne. Monsieur et madame, notre commission d'enquête s'intéresse aux missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État. Le SGPI ne relève pas évidemment de ces catégories, car c'est un service du Premier ministre. Donc, rassurez-vous. Il est toutefois au contact de plusieurs grands opérateurs à qui est confiée la mise en œuvre du plan France 2030, qu'est que BPI France, Agence nationale de la recherche, ou de l'ADEME. C'est en recevant ces opérateurs que nous avons ressenti le besoin de nous adresser également à vous, afin de mieux évaluer le rôle qu'ils jouent compte tenu des montants financiers en jeu. En effet, chacun d'entre eux gère plusieurs milliards d'euros au titre du plan France 2030 pour des investissements qui ont pour objectif de jouer un rôle stratégique dans l'évolution à moyen terme de l'économie. Il serait donc utile, dans un premier temps, que vous nous rappeliez le cadre dans lequel se passent vos relations avec ces opérateurs, selon quelles procédures ont-ils été choisis auprès de l'approbation initiale du plan France 2030 par le Parlement. Des réallocations de crédits ont-elles lieu entre opérateurs lorsqu'une action se révèle infructueuse et qu'il est décidé de reorienter les crédits? Quel contrôle exercez-vous à l'égard des opérateurs et assimilez-vous ce contrôle à une forme de tutelle ou plus de celle qu'exercent les ministères pour les activités courantes des opérateurs? Nous vous posons également des questions que nous posons souvent aux opérateurs ou à ceux qui travaillent avec eux. Est-il indispensable que ces différents programmes du plan France 2030 soient nécessairement confiés à des agences et non à l'État central lui-même ou à des organismes indépendants, voire privés? D'une manière générale, pensez-vous que la forme juridique de l'opérateur permette à ce type d'action d'être exercée avec plus d'efficacité que si elle était confiée à l'administration centrale? Avant de vous laisser la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes environ, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct ou en différé sur le site internet du Sénat et que le compte rendu sera évidemment publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de me faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité avec la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». C'est parfait. Écoutez, monsieur Bonnel, je vous propose de faire ce fameux propos liminaire et après je passerai la parole à madame le rapporteur qui vous posera un certain nombre de questions et nous poursuivons avec les collègues ici présents avec nous ce soir. Alors, Monsieur le Président, pardon, je vais me permettre de déclarer un lien d'intérêt qui n'est pas vraiment un lien d'intérêt, mais je représente l'État au conseil d'administration de l'EPIC BPI France. Très bien, écoutez, merci beaucoup, c'est noté. Bien, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, bonsoir. Écoutez, on a organisé ce propos liminaire avec Géraldine Levaux d'une façon complémentaire. Je vais vous donner le contexte général de l'activité de France 2030 avec ses opérateurs. Et puis pour un certain nombre de questions que vous avez déjà commencé à évoquer, je passerai la parole à Géraldine Levaux. France 2030, c'est un plan qui a été annoncé par le président de la République en octobre 2021, sous une forme qui a été précisée de la manière suivante. 10 objectifs ont été définis. 10 objectifs
d'innovation, de tête. Certains étaient un premier lanceur satellitaire à orbite basse, 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030 fabriqués en France, la possibilité de faire un premier prototype de petits réacteurs nucléaires, etc., etc. Si je précise ça, c'est pour vous expliquer que c'est un plan où l'allocation des fonds était ciblée sur ces objectifs précis, en complément de stratégies d'accélération qui avaient été initiées, par le dernier plan d'investissement d'avenir, le PIA 4, sur un certain nombre de domaines d'innovation sur lesquels on reviendra dans quelques minutes. Le plan est opéré au travers d'opérateurs. Ces opérateurs ont été sélectionnés pour leur expertise sectorielle et d'une façon générale également leur capacité en termes humains et en termes d'ingénierie et leur efficacité opérationnelle. Donc le premier, c'est BPI France. C'est un partenaire de l'innovation industrielle et des startups. La capacité qu'ils ont a été démontrée à plusieurs reprises est celle de déployer rapidement des fonds d'amorçage, de croissance ou d'industrialisation. Le deuxième, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui dispose d'une expérience dans le financement et la recherche académique, de la recherche académique d'expérience, avec des processus d'évaluation interne qui sont particulièrement rigoureux. L'ADEME est le troisième opérateur qui travaille sur tous les projets liés à la transition écologique, donc l'énergie, les mobilités, l'économie circulaire, la décarbonation, et enfin la Banque des territoires, qui est donc le bras armé de la Caisse des dépôts sur tout ce qui est domaine des territoriaux, et en particulier pour les projets dans les stratégies d'accélération à vocation sociale, éducative ou de cohésion. Donc voilà les 4 opérateurs que nous avons sous notre... Alors vous avez parlé de tutelle, je ne sais pas si on peut utiliser le mot tutelle, je préférerais dire forme de délégation. Nous déléguons un certain nombre de budgets et de responsabilités, notamment la sélection de nos différents lauréats à ces opérateurs. Le mécanisme de France 2030 est le suivant. Nous émettons des appels à projets qui sont donc des appels à projets qui sont des thèmes, à partir des thèmes et des objectifs que nous avons eus au départ, qui sont des sous-ensembles en fait de l'objectif final. Ces appels à projets font, comme leur nom indique, sont des appels. Des sociétés y répondent à travers les différents opérateurs que je viens de citer. Et ce sont les opérateurs qui font les sélections en fonction de critères d'excellence des différents candidats pour en faire des lauréats France 2030. C'est également eux qui feront la contractualisation après une décision Premier ministre qui entérinera donc le fait qu'ils passent de candidat à lauréat. Donc ils font le travail de sélection, de diffusion de l'information, de sélection. Ils présentent pour une décision Premier ministre, ils présentent les candidats qui ont été choisis. Et une fois que cette décision a été entérinée, ce qu'on appelle une décision Premier ministre, alors ils contractualisent avec les lauréats pour qu'on puisse débloquer les soutiens économiques. On intervient de 3 manières. On intervient sous forme de subvention auprès de ces projets, sous forme d'avance remboursable, qui est une forme de retour, enfin c'est la possibilité de retour donc de ces avances sous forme de prêt en cas de succès des projets, et dans des cas particuliers sous forme de fonds propres. Donc on vient consolider les fonds propres de ces entreprises. Je précise que la mécanique qui mène à investir en fonds propres dans les différentes structures, quand c'est le cas, passe par des comités d'investissement qui sont indépendants de l'État et qui sont soumis aux règles classiques de comités d'investissement qu'on appelle, ouvrez les guillemets, avisés. C'est-à-dire qu'ils le font en indépendance de toute influence de l'État. Donc, vous avez demandé si on estimait que c'était plus ou moins efficace. Je voudrais juste vous donner un ordre de grandeur. Nous avons aujourd'hui engagé
plus de 38 milliards d'euros sur les 54 du plan initial, au bout de 3 ans et demi. Ça représente 7500 lauréats qui ont donc été sélectionnés. Et nous prenons à peu près 1 sur 3 et parfois 1 sur 4 des candidats qui se présentent. Donc vous voyez que 7500, ça représente à peu près entre 25 et ça peut aller jusqu'à 30 000 dossiers, on va dire 25 000 dossiers qui doivent être traités. Si on devait les faire en interne, ça représenterait des centaines d'agents qui devraient être ajoutés à l'administration que nous représentons, qui actuellement représente à date, tu as le chiffre exact à date ? Oui, on a 56 ETP dans notre schéma d'emploi et 70 agents parce qu'on a des mises à disposition des autres ministères. Voilà, donc 70 personnes opérationnelles, impossible de gérer si on avait avec ce staff-là les milliers de dossiers que nous recevons. Donc ils sont effectivement indispensables dans la mise en œuvre, de ce plan. Donc je vous avais posé une question plus technique sur les allocations entre les 50 et les 10. Je vais laisser Géraldine y répondre. Alors, ouais, avant de répondre à ça, je vais peut-être juste rappeler que, en fait, la loi de finances qui crée les investissements d'avenir qui précèdent France 2030 impose que l'argent soit distribué par des opérateurs. En fait, le mécanisme a été prévu par le législateur et est donc intégré à la loi de finances. Les opérateurs, il y en a 2 qui sont fixés par la loi, c'est l'ADEME et la Caisse des dépôts, et les 10 autres ont été précisés par décret. Donc, on a 12 opérateurs possibles au sens réglementaire, mais au moment où on a fait France 2030, le secrétaire général l'a rappelé, on a décidé de limiter les opérateurs à 4 pour une meilleure lisibilité, un meilleur suivi, un meilleur pilotage et une meilleure performance. Et on a distribué les dispositifs en fonction des compétences de chacun. Sur le dispatch entre les objectifs stratégiques et le soutien aux écosystèmes, c'est les 2 programmes budgétaires qui sous-tendent la mission. Donc ça, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec vos collègues de la commission des finances. Et en gros, sur le soutien structurel à l'innovation, il y a 2 volets. Une jambe soutien aux entreprises innovantes, et ça c'est BPI France qui est le seul en charge de ce sujet. Et l'autre jambe, c'est le soutien aux écosystèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc logiquement, c'est l'Agence nationale de la recherche qui est en charge de ces sujets. Mais la répartition est en fait une répartition budgétaire. On peut décider, dans le cadre de l'autorisation parlementaire, de revoir la distribution des enveloppes entre opérateurs, puisque c'était une de vos questions. Néanmoins, on ne peut pas le faire sans informer le Parlement, puisque si on rétablit des crédits, on doit vous en informer. De même, quand on modifie le corpus juridique de France 2030, et donc, je vais revenir dessus longuement, le cadre conventionnel qui nous lie aux opérateurs. Le secrétaire général l'a dit, nous n'exerçons pas la tutelle de ces opérateurs. En revanche, nous avons donc une relation conventionnelle puisque est signée une convention par action budgétaire et par opérateur entre le Premier ministre et les ministres concernés. Donc généralement les ministres tutelles de ces opérateurs. Typiquement pour BPI France signe le ministre en charge de la transition écologique, le ministre de l'économie et des finances évidemment, et le ministre en charge de la recherche, et évidemment le Premier ministre dont nous dépendons. Et donc, on a un cadre conventionnel d'une convention par opérateur qui fixe les missions qui sont attendues par opérateur, que ce soit pour l'éligibilité, l'instruction des dossiers, la contractualisation, la communication, la diffusion d'informations, mais évidemment pour l'évaluation, les retours financiers à l'État, puisque le secrétaire général l'a rappelé, on distribue une partie des aides sous avance récupérable, donc il faut aussi qu'on constate les recettes quand elles reviennent, et donc tout ça mérite d'être suivi. Donc tout ça, on a un cadre conventionnel avec chacun des opérateurs. On a fait un large travail de simplification, puisque sous l'égide des 3 premiers PIA, nous avions 110 conventions avec l'intégralité des opérateurs, 110 conventions,
110 comitologies différentes et 110 frais de gestion différents. Donc rien n'était harmonisé et donc le travail qu'on a entamé sur France 2030, c'est donc une convention par action budgétaire qui peut avoir donc plusieurs opérateurs par action. Donc dans ces cas-là, on a des multi-bénéficiaires et une convention chapeau qui fixe la gouvernance et une convention financière par opérateur qui détermine des frais de gestion forfaitisé et harmonisé. C'est-à-dire qu'on a, c'est plus un pourcentage de chaque action qui... Avant, on pouvait avoir des frais de gestion qui allaient entre 1% et 12% des actions. Et c'était des taux qui avaient été fixés. Bon, je n'étais pas là à l'époque, mais on a eu du mal à documenter pourquoi ces taux avaient été fixés. Nous, le travail qu'on a mené, c'est qu'on a forfaitisé les tâches. On rémunère l'opérateur pour le travail de cadrage des dispositifs. On rémunère l'opérateur. Donc ça, c'est un forfait. Après, on rémunère l'opérateur par dossier pour l'éligibilité, puis l'instruction, puis la contractualisation, puis le suivi, puis l'évaluation. Et en gros, chaque tâche vaut X. Et tous les ans, en fonction du nombre de dossiers, on les paye 10X, 100X. Voilà. Et donc, on a forfaitisé. Alors, le taux journalier moyen en fonction de l'opérateur est différent, puisque ça relève de leur politique salariale. Est-ce que c'est une société anonyme, un EPIC, enfin bref, ça dépend de leur statut, un établissement public administratif comme l'ANR. Mais en tout cas, on a fait ce travail de forfaitisation des frais de gestion. Et donc, on est capable de suivre au réel ce que coûte France 2030 en termes de frais de gestion. Et c'est d'ailleurs précisé dans le jaune budgétaire qu'on vous transmet tous les ans au moment du PLF. Très bien, merci. Madame le rapporteur. Oui, merci. Juste, je rebondis sur ces derniers propos parce que quand monsieur le secrétaire général disait que ça générerait 1000 emplois supplémentaires, enfin ces 1000 emplois, en fait, on les retrouve. Hein. Ils sont à l'ADEME, ils sont à l'ANR, ils sont à BPI, sauf que vous ne les voyez pas dans le SGPI, mais les gens, pour instruire vos dossiers, que ce soit vous qui le fassiez, en fait, vous les payez indirectement via vos frais de gestion. Donc, il y a de la masse salariale qui gère ce fonctionnement. Et après, juste pour faire une remarque sur votre taux de sélection, 1 sur 3, c'est pas exceptionnel. Hein. Il n'y a pas une concurrence rude pour être sélectionné. À France 2030, on a eu des auditions où je peux vous dire que le taux de sélectivité était beaucoup plus important. Ma première question est sur le fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez 4 opérateurs pour traiter de sujets divers et variés qui sont bien plus larges que 4 politiques publiques. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace et efficient? Un seul exemple, on est venu demander à l'ADEME de s'occuper de sujets de forêt qui ne sont pas du tout dans son cœur de compétence. Elle a été obligée de recruter des agents pour répondre à l'injonction. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent de se tourner directement vers l'opérateur public qui s'occupe des forêts, à savoir l'ONF? Et je prends cet exemple parce que on l'a déjà évoqué dans notre commission d'enquête, mais on pourrait multiplier en fonction des différents sujets. Alors après, ça invite à re-questionner ce qu'est France 2030. Mais voilà, aujourd'hui, pour vous, c'est plus simple d'avoir seulement 4 interlocuteurs. Mais après, est-ce que c'est effectivement le plus rationnel quand on arrive sur des sujets un peu de niche, ou en tout cas qui ne sont pas dans les cœurs des politiques publiques de ces opérateurs? Alors, d'abord, je n'ai pas dit 1000 personnes, j'ai dit des centaines d'agents, et je le confirme. Ce n'est pas tout à fait le même statut. Si on paye des frais de gestion à ces opérateurs, c'est pour qu'ils s'occupent eux-mêmes des gens qu'ils emploient pour exécuter la tâche qui leur est confiée. La deuxième remarque, c'est sur la sélectivité. On est en train de parler d'innovation. Innovation qui est un domaine très particulier, dans lequel on fait des appels à projets sur, par exemple, des matériaux très spécialisés, sur des technologies très avancées, qui sont d'une complexité folle. Et effectivement, quand on reçoit, en moyenne, je l'ai dit, des candidats et qu'on a un taux de sélectivité entre 1 pour 3 et 1 pour 4, je crois que ça veut surtout dire que dans notre pays, il y a une dynamique d'innovation qui est intéressante et on en tire le meilleur. Mais pour revenir à votre question sur je crois que Géraldine Levaux vous a précisé qu'avant France 2030, je crois qu'elle a dit 110 conventions, la documentation, le suivi, la complexité, la comitologie, on pourrait en débattre l'efficacité. C'est au nom de l'efficacité qu'il a été décidé de ramener à 4 opérateurs. Je n'étais pas là, c'est mon prédécesseur qui a pris cette décision, mais je l'en remercie, à ramener à 4 opérateurs pour que justement le rapport à l'État soit simple. Et à confier à l'opérateur
la responsabilité de la gestion de ces dossiers. C'est pour ça que on dit qu'on n'a pas de tutelle, on a une convention avec eux. Et il est arrivé que des opérateurs refusent de prendre des dossiers parce qu'ils estimaient qu'ils n'en avaient pas la compétence. Donc moi j'estime que si un opérateur a la liberté de pouvoir refuser de prendre un dossier, il a la liberté de pouvoir dire je l'assume et je trouverai les moyens de le faire. Donc là-dessus, il existe aussi, je vous le précise, pour certains domaines, le domaine du spatial par exemple, une délégation de ces opérateurs à un autre opérateur. Par exemple le CNES pour le spatial. Je crois que c'est important de vous le préciser. Ça veut dire qu'on ne leur demande pas d'être omniscient, on leur demande de gérer un dossier dans le cadre contractuel qu'on a pour l'État. Vas-y. Sur la forêt, on va vous répondre. Ouais, et par ailleurs, sur les dossiers forestiers, effectivement, l'ADEME a été opérateur de nos crédits. L'ONF n'est pas dans la liste des opérateurs par décret de France 2030. Modifier un décret juste pour un petit dispositif qui était, enfin c'est beaucoup d'argent, mais à la maille de France 2030 c'est assez peu, qui était de 40 ou de 50 millions d'euros. C'était quand même une complexité administrative un peu importante, sachant que c'est un décret en Conseil d'État. Ce qui a été décidé, c'est qu'en fait, l'ONF ne gère que le domaine public, donc les forêts domaniales. Je me doute que ça ne vous avait pas échappé, Madame la sénatrice. Néanmoins, le dispositif de France 2030 ne se limitait pas au domaine public, mais aussi à toutes les forêts privées. Et c'est là-dessus qu'il y a eu une expertise de l'ADEME. Donc, en fait, toute l'enveloppe dévolue à l'ONF, l'argent a transité par l'ADEME, mais il n'y a pas eu d'expertise. On a fait confiance à l'ONF et le dossier de l'ONF a été validé en l'état. Et c'est d'ailleurs un dispositif qui n'était pas très France 2030 et pas très dans la logique de France 2030, un dispositif que nous avons demandé au Premier ministre d'arrêter et qui a été repris en propre par le ministère en charge de l'agriculture et pas par nous, puisque bon, c'était une des bizarreries initiales du plan. Mais en tout cas, on a réussi à traiter l'ONF, qui était effectivement l'opérateur compétent. Vous nous avez dit tout à l'heure que donc, c'était les opérateurs qui instruisaient les dossiers et que vous leur faisiez confiance pour cela. Est-ce qu'à un moment, le SGPI s'attache à regarder que le choix des dossiers par les opérateurs est aussi cohérent avec les choix de politique publique tels qu'ils peuvent être portés par le gouvernement, puisque vous êtes directement sous la tutelle du Premier ministre. Une de nos collègues qui n'est pas là m'a fait état là, tout à l'heure d'un dossier qui a été rejeté par l'opérateur, alors même qu'on a un discours, en tout cas national, qui aurait été plutôt dans le sens de devoir le retenir. Donc comment est-ce qu'à un moment, voilà, vous avez dit que vous faites confiance, mais comment vous gérez aussi le fait que vous êtes service du Premier ministre ? Non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Ce sont des gens qui sont contrôlés par nous dans leur process. Nous avons des process. Ces process sont équitables. Les dossiers sont présentés en fonction d'un cahier des charges qui est défini par l'appel à projet. Et donc par l'État. Donc c'est là où l'État intervient. C'est dans la définition de ce cahier des charges et dans la rédaction de cet appel à projet. À partir de là, les candidats présentent leur dossier. Et il y a des jurys qui sont organisés par les opérateurs, des jurys qui sont indépendants de l'État, dans lesquels nous n'intervenons pas, et qui vont juger de la qualité du dossier. Qualité technologique pour la plupart des cas, parce qu'on travaille quand même dans l'innovation technologique. Qualité également de la structure du dossier dans sa pérennité, par exemple, sa capacité à faire. Et effectivement, mais on ne peut pas me reprocher une chose et son contraire, nous sommes sélectifs. Et les frustrations que vous allez avoir systématiquement en tant qu'élu, ça sera les gens qui n'ont pas été pris. J'ai été élu moi-même pendant assez longtemps pour vous dire que je sais très bien que même dans mon ex-circonscription, il y a des gens qui n'étaient pas pris, qui m'ont appelé en disant comment ça se fait qu'on n'a pas été pris. Donc les critères de sélection sont définis par l'État à travers l'appel à projet, mais ce sont des jurys indépendants qui le font. Et nous n'intervenons pas à aucun moment sur la décision souveraine des jurys. Et je pense que ça serait une grave erreur de le faire. La politique publique qui est définie pour France 2030, c'est les objectifs à atteindre. Et là, nous devons absolument atteindre ces objectifs. C'est notre mission principale avec toute l'équipe du SGPI. Mais sur la décision individuelle de soutien,
il n'y a pas d'intervention, en tout cas, il n'y a pas d'intervention du secrétaire général et de la secrétaire générale adjointe, ni de l'équipe. Il y a simplement un constat qui est fait. Et alors, la nouvelle que je peux compléter, c'est que une entreprise ou un projet qui n'a pas été retenu en première instance peut se représenter une deuxième fois après avoir pris conseil auprès des différentes personnes qui peuvent le faire, à savoir des conseillers chez nous, des gens dans les ministères, des conseillers extérieurs. Ils ont une raison pour laquelle leur dossier a été rejeté. On leur donne une justification et nous y veillons. Et s'ils veulent représenter le dossier en l'améliorant, le cas s'est déjà présenté, ou en deuxième tour, ils ont été retenus. Par ailleurs, le secrétaire général l'a dit, mais l'alignement avec les politiques publiques, il se fait évidemment au moment de la définition du cahier des charges. Mais une fois que l'opérateur a instruit les dossiers et nous propose un classement, c'est la gouvernance interministérielle de France 2030 qui propose au Premier ministre d'investir ou non dans un projet. Et donc, globalement, si l'opérateur a estimé qu'un dossier n'était pas bon, on ne le rattrape pas parce qu'il y a eu une expertise qui a été faite. En revanche, si on estime qu'un projet ne correspond pas à l'objectif de politique publique, malgré le fait qu'il ait été bien nommé par l'opérateur, on ne le soutiendra pas. Donc en fait, on a quand même, j'allais dire, on définit les objectifs et le cahier des charges en entrée et in fine, on vérifie l'adéquation des projets avec l'objectif final et la politique publique. Par ailleurs, certaines entreprises ont du mal à comprendre qu'elles répondent complètement au cahier des charges, mais que néanmoins, elles n'ont pas besoin de l'État pour réaliser leur projet. Et nous, le premier critère qui est regardé, c'est que l'aide de l'État soit incitative. Et donc, si le projet peut se faire sans nous, notre doctrine, elle est précisée dans la loi, mais elle est aussi précisée dans les cahiers des charges et dans les textes un peu généraux de France 2030. Si l'aide de l'État n'est pas incitative, si le projet peut se faire sans nous, nous n'aiderons pas le projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer aux entreprises, mais qui est néanmoins très regardé, notamment pour le respect des règles de la concurrence fixées par la Commission européenne. Est-ce que vous avez le sentiment que pour les entreprises, c'est simple de s'orienter dans ce schéma quand même assez compliqué des interlocuteurs publics qui peuvent les soutenir? Il s'avère que j'ai été rapporteur du programme des investissements d'avenir et j'ai visité des entreprises et certaines ne savaient même pas que cette structure existait parce qu'une petite liste comme ça, il y a les DRETS, qui s'occupe d'appui et d'aide au développement régional, BPI France et la Caisse des dépôts pour les levées de fonds, notamment via la Banque des territoires, la Direction générale des entreprises qui, elle, s'occupe de la réglementation et de l'orientation vers les financements, le réseau French Tech qui oriente pour le développement, le réseau Business France pour l'aide à l'export et enfin vous, on va dire pour l'aide à l'innovation. Est-ce que pour une entreprise, ça vous semble simple ? Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise est capable d'aller toquer à la porte du SGPI sans être déjà passé par un interlocuteur de proximité, peut-être s'adresse? Alors, avant d'être député et secrétaire général, j'ai été 35 ans chef d'entreprise. Vous m'offrez la réponse sur un plateau. Évidemment que c'est compliqué. Mais je vais vous dire, les aides que nous apportons en France 2030 représentent des multiples, parfois, non pas des multiples, pardon, des chiffres qui s'approchent des chiffres d'affaires des entreprises que nous aidons. Donc, si vous voulez, il y a une raison, comme l'a dit Géraldine Levaux, soit c'est incitatif, c'est nécessaire et ça mérite l'effort, soit ils n'en ont pas besoin et c'est pas grave si c'est compliqué. Mais c'est compliqué, évidemment que c'est compliqué, parce que c'est un examen, c'est un concours, c'est de l'argent des Français. C'est notre argent. Moi, j'ai pas envie de distribuer les subventions comme on distribue les Smarties. Alors, après, dans la liste que vous avez faite, il y a des sujets qui sont différents. Il y a des sujets qui sont différents. Il y a en local, et là, il faut mettre un grand coup de chapeau quand même à des supports de France 2030 dont on n'a pas assez parlé. C'est toute l'activité régionale, notamment les préfets et les sous-préfets référents, qui font un boulot de terrain extraordinaire d'incitation et d'explication et qui sont disponibles pour les entreprises. Et là, il faut leur tirer un coup de chapeau. Pour votre information, c'est important, il n'y a pas un seul département français, ni dans l'Hexagone, ni Outre-mer, où il n'y a pas une aide France 2030. Pas un seul. Et ça, c'est le boulot des préfets qui ont été
extraordinaire. Et ça, c'est une nouveauté. La création des sous-préfets France 2030, c'est janvier 2023. Et ça, c'est une mission qui nous permet d'améliorer vraiment l'information qui est rendue aux entreprises sur le territoire. Sous-préfets qui sont que France 2030 ou c'est les fameux sous-préfets relance, affaires économiques, je sais pas, enfin... C'est les sous-préfets référents France 2030 et accélération des implantations industrielles, et c'est souvent soit des secrétaires généraux d'arrondissement, soit des secrétaires généraux de préfecture. Donc ça fait partie de leur mission. Ça fait partie de leur mission. Donc ce que vous dites, c'est que dans chaque préfecture, il y a un des membres du corps préfectoral qui a comme attribution dans ses missions d'être le référent France 2030. Et qu'on réunit de façon très régulière, c'est-à-dire... je ne sais plus si c'est tous les 2 mois ou tous les trimestres, voilà, merci. Et à qui on donne des informations régulières. Donc tous les mois, on les informe des appels à projets qui sortent. Tous les mois, on les informe des lauréats sur leur territoire. Ils nous remontent des questions, soit très générales, soit sur des dossiers très précis. Et on a des échanges quotidiens avec nos collègues des services déconcentrés, que ce soit les préfectures ou les directions régionales des entreprises, évidemment, mais qui sont sous l'autorité des préfets. Donc ça, vraiment, ça nous a permis d'améliorer l'information. Et pour le reste, c'est pour ça que je vous disais, il y avait 2 paquets dans ce que vous avez dit. Quand on parle effectivement de fonds propres, si on peut tirer un coup de chapeau à la BPI, c'est leur implantation territoriale, où là, je ne sais pas, je ne connais pas la stat, mais je dirais que largement, plus de 90% des entreprises connaissent BPI. Donc quand ils vont à la recherche de fonds propres, ils commencent souvent par BPI. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très utile également en amplificateur de soutien de l'État. Je pense que vous avez été, vous l'avez rappelé, rapporteur des PIA. Mon travail, et vraiment j'en ai fait presque un devoir, j'en suis au 59e département visité personnellement. C'est-à-dire que j'ai été dans 59 départements français personnellement, où j'ai rencontré les préfets de département, les préfets de région, les autorités locales, les CCI locales, les territoires d'industrie locales, enfin, tout ce qui peut constituer le terrain a été fait. Ce travail de communication autour de la possibilité de soutien à l'innovation, parce que ça c'est ce que nous faisons, hein, nous ne faisons ni bâtimentaire, ni infrastructure, ni capacitaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, à l'instar du plan de relance, que certains d'entre vous connaissent certainement, on n'ajoute pas une ligne dans une usine, par exemple. Au départ, c'est une incompréhension de beaucoup de chefs d'entreprise. Mais dans le domaine de l'innovation, on a fait un travail de communication terrain absolument spectaculaire. L'autre chose que nous avons fait un travail de simplification énorme des procédures de France 2030, puisque on a, pour certains appels à projets, on n'a pas pu le faire pour tous, on réduit quand même le pré-dossier à 2 pages. 2 pages. Et c'est pour ce qui explique que nous avons aujourd'hui... combien PME, PMI, le dernier chiffre, c'est 70%, je crois, des aides aux entreprises. Oui, 61%. Donc 61% des aides France 2030 à date, donc c'est les premiers 38 milliards, c'est de la PME, TPE, ETI. 19%, c'est de la grande entreprise, et le solde, ce sont des institutionnels, et notamment des centres de formation, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 milliards... et de recherche, bien sûr, il y a 2 milliards qui ont été consacrés au plan compétences et métiers d'avenir, 160 centres ouverts à aujourd'hui, ça représente 240 000 places de formation ouvertes, et on atteindra notre objectif d'1 million de places de formation ouvertes dans toutes les nouvelles technologies, hydrogène, nucléaire, bioproduction, nouvelle agriculture, etc., etc. Par ailleurs, on a fait la communication de terrain, mais le fait d'être passé des PIA à France 2030, on a fait aussi un travail de communication, j'allais dire, global. Et l'objectif, c'était aussi de réapproprier, enfin, que l'État, on lui réattribue son action, et pas que les entreprises disent qu'elles ont été aidées par BPI France, mais bien qu'elles ont été aidées par l'État. Et pour le coup, le site france2030.gouv.fr, les entreprises peuvent nous solliciter en direct, et on a des sollicitations quotidiennes. Donc, c'est sans doute pas encore parfait, mais en tout cas, les entreprises arrivent à nous contacter directement et de plus en plus. Mais
les PIA, aujourd'hui, France 2030 a pris la suite de PIA 4. C'est pas la même logique que PIA 1 et PIA 2. On était dans une logique extra-budgétaire, désormais dans un processus budgétaire. Chaque année, les crédits sont votés dans le cadre de la mission et des 3 programmes qui la composent. Donc, au regard de cette organisation, finalement, qu'est-ce qui demain empêcherait que ces crédits d'innovation ne soient pas portés en propre par les ministères qui exercent les politiques publiques, plutôt que d'avoir recentralisé au sein du SGPI, qui finalement fait des choses de nature très différente. Enfin, quand on parle des systèmes hospitalo-universitaires un peu innovants, c'est à cheval, alors certes, entre le ministère de la Santé ou le ministère de la Recherche, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la décarbonation de l'industrie. Pourquoi ce n'est pas la DGE qui fait? Bon, d'abord, on est toujours en pluriannualité, hein. On n'a pas changé, hein. Non, mais on l'est. Non, parce que dans votre question, il y avait l'ambiguïté. Alors, j'ai dit en introduction l'objectif. Je vais vous donner un exemple simple. Un de nos objectifs, c'est l'avion bas carbone. Réussir, d'ici 2030, à sortir le premier avion dit bas carbone. Bas carbone, ça veut dire, par définition, qui va avoir une empreinte carbone plus limitée. Ça peut être du matériau, ça peut être de la motorisation, ça peut être de la chimie avec les e-fuels, ça peut aussi être des usages qui sont différents. Ça implique de la recherche, ça implique de l'industrie. Vous voyez, on en a déjà 2 là dans le lot. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On confie le budget de l'avion bas carbone au ministère de la Recherche ou on le confie au ministère de l'Industrie? Et en fait, cette démonstration, je peux la faire pour tous. C'est-à-dire que je pense que l'interministérialité, justement dans l'efficacité de l'État, le fait d'être interministériel donne une puissance qui est une puissance d'efficacité, c'est-à-dire de réellement mener une politique publique par un objectif précis en rassemblant toutes les énergies. On n'a peut-être pas assez insisté sur le fait qu'il n'y a aucune décision qui soit prise au SGPI sans que les instances de gouvernance du SGPI, que sont les CPMO, c'est-à-dire les comités de pilotage opérationnels qui comportent autour de la table les ministères, et le COMEX, qui est sa gouvernance, j'allais dire, interne, qui représente, où sont représentés tous les directeurs d'administration centrale de tous les services ministériels, sont clés dans toutes les décisions. Il y a, par exemple, quand c'est une décision qui est supérieure à 15 millions d'euros, il doit passer en COMEX, et donc elle est débattue avec tous les directeurs d'administration centrale au sein d'une instance qui se réunit tous les mois, qui s'appelle le COMEX. Donc en fait, on n'exclut pas du tout les ministères. Au contraire, on les rassemble, on les coordonne et on donne du rationnel à notre prise de décision. Je ne vous cache pas que les arbitrages, parfois, sont un peu surprenants. Quand vous discutez d'un sujet de décarbonation entre, vous avez cité la DGE, donc le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Écologie, il y a des débats qui sont assez intéressants et auxquels l'arbitrage interministériel est quand même plutôt bénéfique. Donc je pense que ramener des politiques publiques sur des objets complexes d'innovation, c'est les siloter encore plus et de prendre le risque justement qu'on n'arrive pas à les coordonner et qu'on invente des comités théodules de coordination en plus, alors que là nous faisons ce travail de coordination parce que c'est notre mission, tout simplement. Et surtout, notre administration, elle a été aussi créée, et vous l'avez dit en introduction, pour permettre la cohérence de la politique d'investissement de l'État. Si le secrétaire général l'a dit, si chaque ministère était en charge du micro-sujet, tout ça serait assez peu cohérent et on aurait du mal à atteindre l'objectif initial qui a été porté. Et par ailleurs, on le sait bien, dans les arbitrages budgétaires internes à chaque ministère, c'est pas forcément l'innovation qui serait préservée pour d'autres dispositifs de soutien au fonctionnement plus classique. Donc le fait aussi d'avoir une instance interministérielle, ça donne une capacité d'arbitrage puisque c'est le Premier ministre in fine qui décide, et 2, ça permet aussi de préserver les capacités d'innovation, enfin de soutien à l'innovation de l'État au détriment de dispositifs de soutien au fonctionnement ministériel.
Moi, je m'interroge sur, enfin, quand on a les GPI, logiquement, en plus c'est une dimension certainement interministérielle, et quand on est rattaché directement au Premier ministre, et même presque au Président, parce que le Président de la République a été aussi très fortement engagé dans ce dispositif, évidemment, et passer par des opérateurs, bon, tout ça, ça crée un parcours, une chaîne qui permet de sécuriser quelque part à la fois des projets et donc des moyens, parce que comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est des sommes assez conséquentes, hein. Enfin, on est quand même sur 50 milliards d'euros, 10 milliards sur les écosystèmes d'innovation, donc c'est quelque chose qui a une force de frappe financière assez rondelette. Moi, je voudrais poser la question sur, des fois ça ne marche pas quand même. Enfin, il y a sur la période, moi, je pense à la société ST Microélectronique, qui est une boîte de semi-conducteurs, sur un secteur qui est certainement tout à fait stratégique pour la France. On sait combien les microprocesseurs, les semi-conducteurs, notamment sur les data centers, enfin tout ça, enfin voilà, c'est un sujet extrêmement stratégique sur l'implantation des nouvelles technologies sur notre territoire, l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur un sujet intéressant. Sauf que manque de bol, en l'espace de 2 ans, il y a un dispositif qui a été mis en place. Moi, j'ai vu des chiffres à plusieurs milliards par rapport à ces sociétés, qui devaient créer à peu près 1000 emplois. Et puis là, depuis 2 jours, on entend que c'est plutôt l'inverse. C'est pas 1000 emplois qu'on crée, c'est 1000 emplois qu'on supprime. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport aux moyens qui ont été engagés par l'État pour aider cette société? Et ça m'amène à penser à ce rapport de la Cour des comptes d'avril 2024, qui proposait justement, plutôt que de verser des subventions, reverser plutôt des avances remboursables, de façon à un moment donné que l'argent qui est dévolu à ce type d'accompagnement puisse à un moment donné être restitué pour alimenter un autre projet. Dans ce genre de situation, ce qui est peut-être un cas d'école, qu'est-ce qui se passe? Non mais, vous savez, première observation, quand on décide en tant qu'État de transformer aussi profondément notre tissu industriel, constatant que depuis 40 ans, on est dans une désindustrialisation et un abandon de l'industrie, on va prendre un certain nombre de risques. Et c'est écrit dans la doctrine du SGPI. Qu'on accepte de soutenir des technologies qui présentent des risques. Et vous avez raison de dire qu'il y en a qui ne marchent pas. Là, c'est pas la technologie, hein. Non, je vais aller au bout, parce que vous avez évoqué ça, et c'est important si, c'est la technologie en l'occurrence, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ces technologies ne marchent pas. La moyenne, si on regarde un petit peu d'un fonds d'investissement qui investit dans l'innovation, c'est-à-dire avec une espérance de retour sur investissement, est largement supérieure à 30% de chute. La moyenne des PIA à date est inférieure à 10% de chute. Donc si on projette sur France 2030, on peut estimer qu'on aura 10% de chute à la fin du plan, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, hein, pour recaler tout ça. Parce que les derniers paiements, les derniers jalons de ce que nous initions aujourd'hui arriveront probablement au milieu de la décennie 30. Hein. Comme d'ailleurs nous avons fini pendant mon mandat, c'est-à-dire quelques 12 ans après, les derniers paiements du PIA 1. Donc ce cycle est à peu près logique. Et on peut estimer qu'effectivement, on se sera trompé de 10%. Ce qui représente une vraie somme, vous avez raison. Mais par contre, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé pour 90. Et c'est ça le chiffre important. C'est-à-dire qu'on a une performance qui est supérieure aujourd'hui à celle des fonds à risque d'investissement dans les technologies. Ça, c'est la première donnée que je voulais vous donner. La deuxième, sur le cas de ST. Je ne vais pas me faire l'avocat de ST. Je connais très bien le dossier. Je rappelle juste que c'est 12 000 personnes, qu'il n'y a pas un seul emploi sur les 1000 qui est en France, et que c'est sur une base de volontariat. Parce que les entreprises, ça arrive, qu'il y ait des retournements de cycle et qu'ils aient à faire face à des situations compliquées. Donc ne caricaturons pas. Ce que nous investissons, les choses que nous avons investies dans ST, c'est l'avenir d'ST. C'est-à-dire un site de production de chips d'une autre génération, auquel on fait face aujourd'hui à des retards, parce qu'il y a le marché général des microprocesseurs est en train de se retourner. Il est cyclique, on le sait, c'est traditionnel. Et il y a une évolution de ces marchés qui fait que conjoncturellement, ST fait face à des difficultés et en tant qu'entreprise prend ses responsabilités. Est-ce que j'ai à le juger? Oui et non. En tout cas, je n'ai pas à me dire, du coup, on va arrêter
d'investir dans l'avenir de ST et de mettre à risque 12 000 emplois parce qu'il y a un accident pas un accident, parce qu'il y a une conjoncture qui n'est pas bonne. Donc je pense qu'il faut faire très attention, parce que vous auriez pu citer d'autres cas. Vous avez cité ST. Moi, je pense que ST, c'est un fleuron français. On n'en a pas beaucoup dans les domaines de l'électronique. L'État décide de le soutenir, et le soutenir sur les technologies qui viennent. C'est-à-dire que les fruits de notre investissement dans ST, qui, je le rappelle, se fait par jalon, donc les milliards que vous avez cités, et qui sont effectivement en milliards, le milliard, c'est 1 milliard, qui se fait en milliards, il est fait par jalon, c'est-à-dire qu'il va être débloqué en fonction de performances qui sont contractualisées. Il n'a pas été versé à l'entreprise en disant merci, on vous fait confiance, roulez. Il y a des jalons et tous les contrats de France 2030 sont faits de la même manière. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure que les derniers paiements vont arriver probablement 2035, peut-être même 2036 pour certains d'entre eux. Donc, je pense qu'il faut faire très très attention quand la France se lance dans l'innovation, recrée des emplois industriels, est en train de former des milliers de talents et prend des risques sur des technologies très avancées, de ne pas mélanger ça avec le phénomène quotidien des entreprises qui est de faire face à des marchés. Et donc, c'est notre boulot. Là, c'est vraiment notre travail de dire est-ce qu'on s'est complètement gouré et à ce moment-là, on va utiliser ça comme levier, ces fameux jalons, pour dire ça va changer, ou est-ce qu'au contraire, il faut dire c'est pas tout à fait la même chose, qu'il y a l'investissement dans l'avenir et il y a la situation conjoncturelle. Ça, c'est pour répondre sur ST. Maintenant, pour répondre sur les avances remboursables. On a hérité de quelque chose qui s'appelle aussi le plan de relance. On a hérité de ça. Et on avait une machine à Bercy qui considérait que la subvention, c'était le meilleur moyen d'aller très très vite dans les exécutions. Et au début de France 2030, on était plutôt dans un mode, au début de France 2030, la première année et demie de mon mandat, où il fallait faire de la sub. De la sub, de la sub, de la sub. Nous avons retourné la machine. Et nous sommes actuellement dans un équilibre 50-50 sur les nouveaux projets entre subventions et avances remboursables. Notre tendance est d'aller plus loin que ça et d'aller vers 70-30. D'aller vers un 70% avance remboursable, 30% subvention. On nous a même demandé, et on y travaille, pour être là votre complète information, de basculer vers beaucoup plus de fonds propres. On a des problèmes techniques d'allocation budgétaire pour le faire, donc ça va prendre un peu de temps. Mais une autre question, effectivement, mériterait d'être posée, qui est de dire, finalement, si on pense que ces boîtes vont performer dans l'avenir, autant que l'État, à travers des fonds que nous soutenons, soit investisseur pour en tirer des bénéfices. C'est une complexité budgétaire, je viens de le dire, c'est aussi une complexité de responsabilité. Parce que dès que l'État est dans le capital d'une entreprise, c'est une responsabilité si jamais ça ne se passe pas bien. Donc c'est tout un jeu d'équilibre à trouver. Alors pourquoi je vous fais cette réponse? Parce que je crois que le plus important de France 2030, c'est l'impact que ça a d'une façon sociétale. La création d'emplois, le développement de territoires inattendus, donc une forme d'aménagement du territoire, les impacts que ça a au-delà des entreprises qu'on aide sur le tissu économique local. Dunkerque, c'est 17 000 emplois. Le travail sur les gigafactories, c'est 17 000 emplois. Ça veut dire que c'est des écoles en plus, ça veut dire que c'est des logements en plus, ça veut dire que c'est une activité économique locale en plus. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre France 2030. Il y a l'aspect purement économique de est-ce qu'on prend du risque sur cet argent? Oui, mais on investit sur l'avenir. Et je crois que c'est l'élément central quand même de la philosophie qu'on veut mener. Maintenant, je ne vous cache pas que j'ai pris moi-même des décisions difficiles sur certains dossiers où j'estimais qu'effectivement le contrat n'était pas rempli, on l'a arrêté avant terme. C'est arrivé. Et ça va arriver de plus en plus. Sur 7500 dossiers, on peut estimer qu'il y a 10%, ça représente quand même plusieurs centaines de dossiers, qui de toute façon auront d'une manière ou d'une autre un problème. Ça va faire partie du jeu du risque sur l'innovation. Mais je rappelle que ça veut dire qu'il y en a 90 qui marchent. Volontiers, puis ça va un petit peu dans la continuité de l'échange actuel. Donc c'est vrai que l'ambition de France 2030, c'est d'investir dans les technologies du futur, susciter l'innovation dans les territoires. Et je confirme d'ailleurs l'engagement des préfets délégués
qui font de la relance très, très souvent. Je l'ai vu sur mon territoire, le département de la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, l'enjeu, c'est aussi, dans la continuité de ce que vous dites, c'est d'assurer la concrétisation effective des projets soutenus. Donc on annonce un certain nombre de financements, mais derrière, il faut s'assurer qu'il y ait évidemment que les projets aboutissent. Donc ça génère une animation territoriale qui a été renforcée, me semble-t-il. Donc je voulais vous poser la question de savoir si ça avait changé quand même l'approche initiale, notamment en termes de personnel, ça demande des évaluations continues, constantes. Est-ce que ça a boursouflé finalement la démarche d'une certaine façon? Voilà, donc je voulais poser cette question-là quant à l'efficacité du dispositif. Et puis deuxièmement, là c'est tout récent, le président de la République a annoncé le soutien pour que l'Europe devienne finalement un refuge, la France devienne un refuge pour un certain nombre de chercheurs étrangers, notamment américains, pour pouvoir les accompagner. 100 millions d'euros supplémentaires qui ont été annoncés, mais pris sur, évidemment, les montants sur le financement de France 2030. Donc, est-ce qu'on n'est pas là sur une démarche qui se déploie, mais finalement qui s'écarte peut-être de l'objectif initial? Votre réponse sur ces questionnements? La première, je prends la deuxième. Vas-y. Donc, sur la première question, non, on n'a pas boursouflé l'organisation, puisque, on l'a déjà précisé, les sous-préfets qui ont été nommés en local le font en plus de leur mission de sous-préfet classique, de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet d'arrondissement. Et le secrétaire général l'a rappelé, tout cet argent, il n'a aucun sens si les projets ne se concrétisent pas. Donc nous, les projets, ils sont suivis quand une entreprise, on va prendre le cas d'une entreprise, c'est le cas le plus simple, dépose un dossier, elle nous indique l'impact qu'elle compte avoir en termes d'emploi, en termes de décarbonation, en termes, je dis n'importe quoi, d'utilisation de moins de matériaux, de tonnes de plastique recyclé, bref, en fonction du sujet, elle nous donne cet impact. Et nous, tout au long de la vie des projets, je dis nous, c'est nous et nos opérateurs, on va suivre le fait que ces impacts sont atteints, et donc à chaque jalon, et donc un jalon veut dire versement d'une partie de l'aide, on vérifie qu'on est dans les trajectoires de l'impact attendu et on suit. Pour nous, c'est central. Ça peut paraître compliqué et lourd pour les entreprises, mais on paye ce que l'État soutient. C'est une promesse, c'est un projet. C'est pas juste une entreprise, c'est un projet d'entreprise. Et donc, on suit vraiment tout au quotidien et ça nous permet, in fine, de réaliser l'évaluation in itinéré et ex post de France 2030 qui a été demandée par le législateur au moment de l'amendement à 34 milliards d'euros qui crée France 2030, enfin qui renforce les moyens. Et tout ça, ça nous permet de faire des tableaux de bord annuels de suivi. Le comité de surveillance des investissements d'avenir est en train de faire une évaluation qui vous sera remis au Parlement, je pense, fin 25. Donc l'évaluation est en cours. Et donc le suivi au quotidien, ça nous permet de faire l'évaluation non seulement des projets, mais aussi de l'atteinte des objectifs du plan. Donc pour nous, cette organisation, elle est nécessaire. Oui, juste parce que toi, elle a parlé du comité, on ne vous en a pas parlé. Nous avons donc un comité de surveillance d'investissement d'avenir qui est composé de 4 sénateurs, 4 députés et 10 personnalités qualifiées qui se réunissent une fois par trimestre sous l'égide du président Éric Labaille et qui donc mènent un travail permanent d'évaluation et qui émet un rapport. Ce rapport arrivera en fin d'année 2025 et vous sera remis. C'est une autre corde de rappel du travail que nous faisons quotidiennement. Quand le président de la République annonce ce Choose Europe for Science, c'est pas une impro, hein. Moi, je veux dire, c'est pas une impro, ça veut dire que ça a été travaillé. Non, mais je veux vous rassurer, c'est pas tiens, où est-ce qu'il y a 100 millions dans la République, c'est à France 2030, on va les prendre. Pas du tout. C'est une stratégie. On veut les meilleurs talents dans certains domaines. Et je peux vous garantir une chose, c'est qu'on sera
extrêmement sélectif sur ses talents. En gros, c'est pas on a ouvert une ligne et vient qui veut. C'est que dans la logique générale de France 2030, on a un budget sur la recherche qui est important. On connaît les secteurs dans lesquels on peut véritablement accélérer. Sciences de la vie, spatiale, quantique, nucléaire. Et donc, le travail de France 2030, c'est de dire, dans les budgets de recherche que nous avons, nous pouvons aller jusqu'à cette enveloppe. On en a plein des budgets. On en a dans la santé. Donc, ce sont des budgets qui sont existants, qu'on réalloue pour faire une opération dans ce domaine en restant extrêmement sélectif. Nous avons des budgets de chaires, par exemple, dans la santé. Nous avons des budgets qui sont alloués pour des doctorats dans certains autres secteurs. Et donc, ces budgets existent, ils sont bien là. Simplement, nous les rassemblons pour véritablement avoir un impact. D'ailleurs, impact qui est paradoxalement considéré par certains journaux comme important et puis par d'autres journaux comme négligeable. Moi, ce que je vais voir, c'est les résultats. Combien de scientifiques de très haut talent va-t-on pouvoir attirer sur notre pays par rapport à la qualité globale de l'offre qu'on va faire? Et je pense que là, les succès quand même que nous emportons dans les catégories que je vous ai citées font qu'on a levé l'intérêt de pas mal de scientifiques. Aujourd'hui, le site d'accueil a été consulté plus de 30 000 fois, c'est ce qui a été dit. Il y a plusieurs centaines de candidatures. Donc là, pour le coup, les sélections vont être excessivement élevées. On est bien d'accord. Le cadre conventionnel qui lie l'État à l'ANR prévoyait déjà qu'on puisse faire venir des chaires de professeurs qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Donc, en fait, le dispositif, il existait déjà. Voilà. Michael Weber souhaitait prendre la parole. Oui, je commencerai peut-être par la fin, parce qu'on a parlé des 100 millions et que ça m'a fait un petit peu sursauter. Non pas parce qu'il y a 100 millions, parce qu'on peut s'en satisfaire. Le problème, c'est que je me mets à la place déjà des scientifiques qui sont sur le terrain et qui en permanence regrettent la réduction des moyens qui leur sont alloués, et que je me demande réellement, au-delà de l'annonce, puisque vous avez dit que tout ça s'est bien préparé, ce que l'on peut faire de plus pour accueillir, peut-être avec la mauvaise réputation que l'on a déjà pour accompagner sur la durée les scientifiques, pour accueillir des scientifiques nouveaux par la suite. Mais peut-être que vous donnerez des éléments à ce sujet, mais ce n'était pas le cas de la question que je voulais vous poser. Il y avait deux éléments que je souhaitais mettre en avant. Vous avez dit il y a quelque temps que la France était devenue un paradis pour entreprises ou pour l'entrepreneuriat. Et je me demande ce qui a pu se passer entre les critiques que l'on a entendues il y a quelques années, justement sur le manque d'agilité, et aujourd'hui. Et si j'osais faire un comparatif, c'est quoi l'agilité à la française versus agilité à la Musk, qui lui a souhaité réduire considérablement le poids de l'administration, et en quoi finalement vous contribuez à cette agilité, puisque c'est aussi de cela dont il s'agit aujourd'hui, et d'efficacité dans l'organisation et l'accompagnement qui peut être fait. Et puis le deuxième sujet, c'est celui, on l'a évoqué tout à l'heure assez rapidement sur la forêt, je parlerai aussi de l'hydrogène vert. Je suis président des communes forestières de mon département, je vois bien France 2030 sur la question forestière, et je me dis que quand même il y a de nombreux crédits qui ont été mal utilisés, pour ne pas dire gâchés, dans la mesure où le parti pris technique de la mise en œuvre des moyens alloués pour accompagner effectivement ou pour lutter contre les difficultés forestières que l'on a connues. Finalement, je suis assez réservé, puisqu'on a eu plein de problèmes techniques pour le coup. Alors, c'est peut-être pas de votre responsabilité, mais ça m'interpelle quand même, parce que je me dis que quelque part, c'est un gâchis et qu'on a loupé quelque chose, parce que dans la mise en œuvre précise des moyens qui étaient alloués, eh bien, c'est pas totalement une réussite. Je veux dire que quand on a des moyens considérables qui sont utilisés pour des plantations forestières et qu'il n'y a que 50% de ces plants n'ont pas pris, je trouve que c'est de l'argent public qui a été mal utilisé. Et je le regrette fortement. Et puis le dernier élément, c'est celui sur l'hydrogène vert, dont on en parle beaucoup. Je vois des projets dont il a été question, qui finalement ont disparu, où on s'interroge sur l'impact, ou en tout cas l'énergie nécessaire pour faire de l'hydrogène vert. Là encore en Moselle, il y avait un certain nombre de projets qui étaient annoncés, qui ne sortent pas. Voilà. Et je me demande si là aussi on
on ne parle pas d'un sujet qui finalement, in fine, n'aboutira pas parce qu'on s'aperçoit que produire de l'hydrogène vert, c'est beaucoup trop coûteux à la fois en énergie et en coût. Alors, ça nous fait une série de questions. Je ne reviendrai pas sur les commentaires de recherche parce que d'abord, ça dépasse le cadre de mes fonctions. Juste vous dire que aucun crédit de recherche de France 2030, aucun, n'a été touché. Donc ça veut dire qu'on a le même enveloppe pour la recherche de pointe et de rupture. On a exactement la même enveloppe qu'on l'avait au début du plan. Je voulais juste vous préciser ça. Les autres budgets qui ont été touchés ne sont pas sous mon autorité et je me garderai bien de prendre le risque d'y répondre, même si je pense qu'il faut soutenir absolument la recherche et il faut continuer à le faire. La deuxième chose, vous avez parlé de Musk. Je ne suis pas Musk, et heureusement. Hein. Non mais quand je dis ça, 70 personnes qui gèrent un plan, avec les opérateurs, avec les préfets, avec les gens, en confiance et en contrôle. Je pense que c'est quand même ça l'agilité à la française. Parce que sortir de terre 7500 sur 25 000 candidats, 7500 projets d'innovation dans autant de secteurs différents, je veux bien prendre la comparaison avec n'importe quel pays au monde, à l'échelle évidemment de notre pays et de notre PIB, mais je crois que c'est quand même une performance qui mérite d'être saluée pour tous les gens qui l'ont fait. Pas moi, hein. Tous les gens qui travaillent avec moi et les gens qui sont relais de chez nous. Donc moi, je pense que justement, il y a une vraie agilité à le faire. C'est quand même une mission qui, normalement, aurait dû mobiliser, si on l'avait fait dans des formes traditionnelles et peu agiles, d'abord, elle aurait pris beaucoup plus de temps et elle aurait mobilisé beaucoup plus de gens. Donc ça, je crois que, justement, on voit bien les limites d'un système caricatural qu'on a vu de l'autre côté de l'Atlantique qui fait fuir, aujourd'hui, les scientifiques de leur pays, qui disent qu'ils ne savent plus où ils habitent et à part la Californie qui continue qui a atteint à peu près le PIB du Japon, qui se pose d'énormes questions sur est-ce qu'on retourne en arrière ou est-ce qu'on va en avant. Et dans une compétition internationale d'innovation, le choix que la France a fait, c'est celui de l'innovation et c'est celui d'aller en avant. Sur les forêts, ça va être évalué. Moi, je sais pas ce que vous dites. Vous avez peut-être raison. Je ne sais pas parce que je n'ai pas de chiffre objectif, parce qu'on va le regarder d'une façon globale. Et chaque dossier est analysé et évalué. Quand on aura des résultats d'évaluation, je vous dirai peut-être oui. Est-ce qu'on a gâché ou pas l'argent? J'en sais rien. Est-ce qu'il fallait rien faire à la place? Et vous savez, il y a toujours le complexe français de refaire le match. J'aurais pas pris ces joueurs et j'aurais pas marqué le but comme ça. Est-ce qu'il fallait planter comme ça ou planter autrement? J'en sais rien. Parce que je sais que j'ai pas l'expertise. Non mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que non mais je n'en doute absolument pas. Ce que je veux dire, c'est que vu le nombre de domaines que nous adressons, nous nous appuyons sur des expertises et des gens qui prennent des décisions probablement de bonne foi et en conscience. Ils font des erreurs, font pas des erreurs, ils en font certainement. Mais ce que je peux vous garantir, par contre, c'est qu'il y aura une évaluation et il y aura un résultat. Je vous ai dit, de toute façon, que la zone de 10% d'échec, qui représente une somme considérable, ne sera pas pour moi une somme gâchée parce qu'elle va en compensation des 90% de réussite. Sur l'hydrogène vert. L'hydrogène est un gaz essentiel du XXIe siècle. Et nous avons la chance de pouvoir faire de l'hydrogène décarboné. C'est un gaz essentiel, non pas pour tout ce que vous avez pu voir de part et d'autre, qui sont des anticipations de déplacement, mais pour la décarbonation de l'industrie. Bon, je suis un ancien ingénieur chimiste. Il y a un truc magique, c'est quand vous mélangez du carbone, c'est-à-dire du CO2, du gaz carbonique, avec de l'hydrogène, vous fabriquez de l'alcool, vous fabriquez des effluents nouveaux qui peuvent servir de carburant de synthèse, vous fabriquez des médicaments, vous fabriquez énormément de composants dont nous allons manquer dans le futur. Donc l'hydrogène, ce n'est pas un choix. Il faut faire de l'hydrogène décarboné. Parce que par contre, si vous faites de l'hydrogène carboné, ça ne sert à rien, puisque vous allez fabriquer avec de l'hydrogène qui émet du CO2, quelque chose pour transformer du CO2. C'est un jeu à somme nulle, ça ne sert à rien. Par contre, si vous fabriquez à partir de l'énergie nucléaire ou des énergies renouvelables de l'hydrogène, là, vous avez un gaz vertueux qui va vraiment servir dans la chimie du futur. Qu'est-ce qui se passe sur l'hydrogène en France? Et là, vous devriez nous dire qu'on fait notre job. Il se passe qu'il y avait des usages qui étaient anticipés trop rapidement. La mobilité, par exemple, on s'est dit on va avoir des voitures à hydrogène de partout, qui finalement, non, c'est plutôt la voiture électrique qui gagne en ce moment. Il y a des décisions qui ont été prises par des grands industriels, Airbus,
qui a dit finalement, l'avion à hydrogène, c'est pas pour tout de suite, on décale de 4, de 5, de 10 ans. En tout cas, ils n'ont pas donné de date. Alstom a dit, le train à hydrogène, peut-être, mais pas tout de suite. Oui. Non, mais comme il y a des voitures à hydrogène qui circulent, elles valent 250 000 balles, elles tombent en panne toutes les semaines, elles circulent. Je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, j'en achèterai pas, mais chacun fait comme il veut. Et donc, ça veut dire que, analysant la situation, nous l'avons même écrit, nous l'avons rapporté d'ailleurs au Premier ministre et au ministre, on a dit, effectivement, sur l'hydrogène, on lève un peu le pied, et ça ne sera pas 2030, ce sera probablement dans les premières années de la décennie 30. 32, 33, 35, mais il y aura un décalage. Donc il y a des projets, effectivement, sur lesquels on dit « Oh, pas la peine de se presser ». Ça ne veut pas dire que les projets sont abandonnés. Ça veut dire qu'on dit aux industriels, qui sont parfois pas d'accord avec nous, parce que les industriels disent « Mais non, il faut y aller, c'est important ». On dit « Non, mais nous, l'État, on estime que ce n'est pas le moment d'y aller aussi fort. Mais on va y aller ». Donc il n'y a pas de remise en question de la stratégie hydrogène. Pas du tout. Il y a juste une gestion du temps, et donc de l'argent, de l'État sur ce domaine-là. C'est vraiment ça. Mais ce serait une erreur massive de penser que l'hydrogène décarboné n'est pas un gaz du futur. On en a besoin. Et tous les pays font une stratégie différente. Les Allemands, par exemple, choisissent de produire leur hydrogène décarboné avec des panneaux solaires dans le Golfe, dans les pays du Golfe, de le remonter en hydrogénier à Hambourg et de le faire circuler sur les conduites de gaz russes qui sont inutilisées pour le dispatcher sur l'Allemagne. Le choix qu'a fait la France, c'est de fabriquer son hydrogène décarboné à partir de l'énergie nucléaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette dynamique. Et j'en profite parce que vous voyez bien que ça me passionne. C'est à l'échelle d'une génération qu'on bosse là. Hein. Non mais tous les sujets dont on vous parle, la conquête de l'espace, le petit nucléaire, l'hydrogène, la reconstruction de la bioproduction, où la France est leader. Vous avez à Aurillac, par exemple, une entreprise qui s'appelle Biose, leader européen de la fabrication de médicaments à partir de micro-organismes. France 2030 derrière, qui la soutient. Tout ça, c'est à l'échelle d'une génération. Donc faisons tous collectivement attention quand on réfléchit sur ces échelles de temps-là, ouais, on peut avoir des décalages de 2 ou 3 ans, mais on n'aura pas des décalages, il ne faut pas avoir des décalages de cap. On pilote un gros bateau, on ne peut pas donner des petits coups de barre, ça ne marche pas. Pardon. Mickaël, pour un complément. Je voulais juste faire une petite réaction, parce que évidemment la question de l'hydrogène, elle m'intéresse, et j'ai absolument pas voulu remettre en question le potentiel. Mais par contre, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on parle de l'hydrogène vert et peut-être des stratégies qui peuvent être développées. J'entends ce que vous dites sur l'Allemagne. Je trouve que je suis sur la frontière allemande, donc je discute beaucoup avec les Allemands de ces sujets-là, et qu'ils d'ailleurs manifestent beaucoup d'attention sur la stratégie qui peut être la stratégie française. Mais autant on peut y voir clair sur l'hydrogène vert, autant sur l'hydrogène blanc ou l'hydrogène natif, on n'a absolument aucune stratégie. Et pourtant, il paraît, il y a de plus en plus de scientifiques qui nous disent qu'il y en a en France, et on sent un État qui est totalement fuyant sur le sujet. Et donc ça m'interpelle quand même, parce que si effectivement on considère que c'est un des sujets à l'avenir quant à savoir si potentiellement le gaz hydrogène peut être un sujet, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur un type d'hydrogène dont on sait que carboné ou décarboné, il aura un impact, alors qu'on a un hydrogène natif qui sans doute est présent. Et là-dessus, il n'y a pas d'accompagnement et pas de recherche accompagnée. Si, j'allais vous dire, les seuls qui accompagnent l'hydrogène blanc, c'est France 2030. Oui, donc, regardez les proportions. Mais à l'échelle de la recherche qui est faite dessus aujourd'hui. Ça veut dire que... Non mais on voit pas... On peut le faire, si vous voulez, on peut faire le débat hors champ. Mais la réalité aujourd'hui sur l'hydrogène blanc, c'est qu'on est au niveau d'un stade de recherche, c'est ce qu'on appelle les TRL très tôt, hein, dans notre jargon. Ils sont soutenus, il y a des autorisations d'exploration qui ont été données. Pour le moment, elles ne sont pas très conclusives parce qu'elles sont en route. On va attendre quelques années probablement pour voir s'il y a effectivement des gisements. Le seul exemple opérationnel d'hydrogène blanc dans le monde, il alimente un village au Burkina Faso. Ouais. C'est le seul. Il y en a un. Dans le monde,
Oui. Donc, laissons venir l'hydrogène blanc là où il est, quoi. Pour le moment, c'est un peu court. Il y a des sujets de prévention des risques qui ne sont pas à négliger, et c'est des sujets sur lesquels, justement, on finance la recherche. Au-delà de l'hydrogène blanc, est-ce que vous avez l'impression que ce que fait France 2030 s'inscrit à un moment dans une stratégie de l'État sur les... Donc pour vous, tout ce que vous faites... Non mais est-ce que... Parce que vous faites des choses de nature tellement diverses que est-ce que vous avez à un moment le sentiment que vous vous inscrivez dans une stratégie un peu clairement définie? Typiquement, France 2030 est une politique prioritaire du gouvernement, et donc tous les indicateurs France 2030 se retrouvent dans les politiques des ministères. Enfin, tout ça est très coordonné, et typiquement, le gouvernement a présenté récemment la stratégie hydrogène, puisqu'on vient d'en parler, actualisée. Cette stratégie hydrogène actualisée, elle a été écrite à plusieurs mains entre le ministère en charge de l'industrie et de l'énergie, nous, le ministère de la transition écologique, et on fait jamais rien tout seul dans notre coin pour nous faire plaisir et pour financer de la technologie pour de la technologie. Tout ça, et tout ce qu'on finance, et justement, c'était ce qui a été voulu dans le cadre de France 2030 par rapport à ce qui se faisait dans le cadre des PIA, c'est bien d'assurer la cohérence de la politique d'investissement de l'État avec le reste des politiques publiques. Donc typiquement, alors je suis désolée si vous avez des retours négatifs, mais sur le renouvellement forestier et sur les plantations, il a été aussi décidé d'encourager les propriétaires fonciers à avoir des politiques d'arbres qui favorisent la transition écologique, qui sont des puits de carbone, plutôt que de planter des sapins en rangée qui poussent facilement. Donc voilà, notre objectif, et ce à quoi on veille au quotidien, et je peux vous dire que si on ne le fait pas, les ministères nous le rappellent de façon forte, c'est bien que tout ce qu'on fait au sein de France 2030 soit cohérent avec le reste de ce que demande le gouvernement. Christian Billac. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais quelques questions. La première question, vous avez parlé des pré-dossiers de 2 pages, donc ça, c'est très bien. Mais après, il y a le dossier. Est-ce qu'il n'en faut pas 350? Voilà, c'était une question, parce que... Ensuite, j'ai vu dans le bilan 2022, je crois, la présentation très officielle de la décarbonation chez ArcelorMittal Dunkerque. Voilà, donc... Bonne année. C'était la deuxième question. La troisième question, vous avez évoqué les avances et les subventions. Moi, j'ai un ami très proche. Ils ont lancé une start-up qui a été aidée. Est-ce par vous, par BPI France, je ne sais pas. Mais il a été aidé. Ils avaient réuni un capital d'un peu moins d'1 million d'euros. Aujourd'hui, 10 ans après, 62 millions d'euros. Très bien. Mais je me dis quelque part, parce que je pense que vous écoutez aussi le Premier ministre parfois, ou le ministre de l'économie et des finances, ou le premier président de la Cour des comptes, notre situation budgétaire n'est pas exceptionnelle. C'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, moi, je ne serais pas choqué, même si c'est un ami très proche qui est co-actionnaire de cette société, si vous l'avez aidé de 500 000 euros, qu'on lui demande de les rembourser, moi, ça ne me choquerait pas. Ouais. Et je pense que ça ne me choquerait pas non plus. Voilà. Hein. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes impliqué, je suis de l'Hérault, donc une région où les feux de forêt sont très importants. On a une flotte de canadaires, vous le savez, vieillissante, 2 avilans qui tournent en rond et qui ne finissent pas de tourner. Et on a en France des projets pas de canadaires, de bombardiers d'eau, Made in France. Est-ce que vous êtes impliqué sur ces projets de bombardiers d'eau français pour la protection des civils? Voilà, 4 petites questions. Hein. Sur le dossier protection civile, on ne peut pas faire de commentaires. Voilà. C'est en cours. Mais on ne peut pas vous faire de commentaires. Donc la réponse est dans la réponse. Mais on ne peut pas en parler. En tout cas, on ne peut pas en parler publiquement à date, puisque
à part vous dire qu'on est conscient que c'est un vrai problème. Donc voilà, mais on ne peut pas vous en parler plus. Pardon. Sur Arcelor. C'est un vrai sujet. Donc quand je dis c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Parce que le principe de l'aide que nous apportons ou que nous pourrions apporter à ArcelorMittal dépend d'un seul élément qui est la décarbonation du site de Dunkerque. Site qui représente plusieurs pourcents, ça varie suivant les mois, donc plusieurs pourcents de l'impact carbone français. On est en train de parler d'un site stratégique qui est de l'ordre de 5% des émissions de carbone en France. Pour la qualité de la vie des gens de Dunkerque, pour la qualité de la vie française, pour les objectifs de décarbonation, l'investissement que doit faire l'entreprise Arcelor pour le décarboner était et toujours normalement accompagné par l'État. Il l'est. Donc c'est un sujet vraiment important. C'est est-ce que, parce qu'ils prennent une décision qui n'est pas raisonnable, je l'accepte. Enfin, je l'accepte en tant que citoyen, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Mais est-ce que on échange des millions de tonnes de CO2 en disant on ne fait pas cet investissement, à côté des 850 millions, parce que c'est la somme qu'a pourrait apporter l'État, c'est plus de 3 milliards d'investissements privés d'Arcelor sur le site de décarbonation, hein, juste pour rappeler quand même les équilibres. On n'a pas suffisamment dit qu'il y a un effet de levier sur tout l'argent qu'on donne. Hein. C'est-à-dire que tout l'argent qui a été apporté par Fonds 830 actuellement, il y a 1,3 fois plus d'argent privé en face. C'est systématique. On ne peut pas donner une subvention s'il n'y a pas un engagement privé en face. Et la moyenne actuelle, c'est 1,3 fois les sommes qui ont été posées. En clair, 38 milliards fois 1,3, c'est l'argent privé qui est engagé en face de l'argent public. Donc, je pense qu'il faut mener des négociations. Ce n'est pas à moi de les mener, mais il faut les mener. Et qu'évidemment, l'effort de l'État doit être mis sur la table dans cet investissement. Mais la réalité, c'est que c'est pour la décarbonation. Ce n'est pas pour sauver des emplois. Ce n'est pas une méthode de bouche-trou, c'est une méthode d'avenir pour que ce site soit performant. À l'heure où nous parlons, c'est dans les mains du ministre de l'Industrie, qui discute avec, je crois qu'il les a vus aujourd'hui ou hier, on verra bien ce qui va en sortir. Mais à date, il n'y a rien eu d'engagé encore avec Arcelor. Mais par ailleurs, en fait, pour l'instant, on n'a rien décaissé. On n'a pas donné un centime. Il y a une promesse d'argent à Arcelor qui est très importante. Et il y a un calendrier. Si Arcelor ne fait pas ses investissements en faveur de la décarbonation, commande ses fours et compagnie à telle date, l'aide de l'État tombe. Donc il y a une discussion, mais ce n'est pas lié à la situation. C'est différent de ST. Hein. C'est deux situations qui sont différentes. Hein. Parce que là, c'est affecté non pas à une performance comme je l'ai dit sur ST, de technologique. C'est vrai, c'est pour fabriquer des chips de nouvelle génération. Tout à l'heure, je disais que c'est un sujet technologique. Là, c'est vraiment pour décarboner un site qui est extrêmement polluant. On change un process industriel complètement. C'est très compliqué. Sur votre question du dossier, je vous ferai la même réponse que j'ai fait tout à l'heure sur la complexité. Quand on vient chercher 5, 10, 20 millions et qu'on ait une PME, vous voyez, je comprends que ce soit compliqué, ouais. Mais bon, quand on va chercher un gros client, c'est compliqué aussi. Hein. Quand on veut travailler sur la commande publique, c'est compliqué aussi. Donc là, je pense que, ouais, il y a un dossier à faire. Et ce dossier, il faut le faire parce que mon 2 pages, il permet tout de suite de dire non, vous n'êtes pas éligible. Donc il vous sauve le cas où les gens font un gros dossier pour finalement, on leur dise à la fin, oh, vous êtes fatigué pour rien, vous n'étiez pas éligible. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous permettez? Oui, j'en prie. Moi, je me mets à la place du chef d'entreprise. Ils montent un dossier de 2 pages. Et c'est une PME, une start-up, ils n'ont pas toute une logistique derrière. Vous le regardez, vous interrogez, vous l'avez dit, les sous-préfets ou les préfets sur le territoire. Vous pouvez trouver des éléments aussi, vous avez accès sur tous les sites où on publie les bilans, etc. Vous avez une connaissance du secteur d'activité. Vous dites c'est intéressant de recevoir ce projet. Oui. Pourquoi demander toujours... Alors, c'est vous, mais c'est le mal français. C'est le mal français.
pourquoi demander toujours des tonnes de paperasse pour des choses où on n'est pas sûr quand même que ça lève le risque. Parce que si les dossiers suppriment le risque, il y a longtemps qu'on les saurait. Et moi, je ne vous critiquerai pas sur le risque. Parce que vous êtes là, justement, pour prendre aux côtés des entrepreneurs des risques. Parce qu'un entrepreneur qui ne prend pas des risques, ça s'appelle un rentier. Hein? Donc, que vous preniez des risques, moi, ça, vous ne pouvez pas réussir à 100%. Hein? C'est comme quand on sème les graines dans le jardin, il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. C'est comme ça, c'est la nature. Et l'économie, c'est pareil. Donc, on prend des risques, oui. Mais après, qu'apporte... Écoutez, en ce moment, je fais un dossier ANA. C'est de la folie, vous m'entendez? C'est de la folie. Il manque toujours quelque chose. La hauteur du garde-corps, la taille de la fenêtre, l'épaisseur de l'isolant, enfin... bon Dieu de bon Dieu, moi, un dossier, voilà, le dossier, il est comme ça, Après, venez vérifier. Moi, ça, je le trouve normal. Il faut de la vérification, dès lors que c'est l'argent public, l'argent des impôts des Français. Mais pourquoi cette manie française de dossiers toujours plus épais, toujours plus rébarbatifs, et en pensant surtout, parce qu'on a aussi, vous le savez mieux que moi, on a les chasseurs de primes dans tous les domaines. Dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine de la fonction publique aussi. On a les spécialistes des concours. Et ils sont bons à rien au boulot, mais ils sont très bons pour passer les concours. Ça existe aussi. Et donc, voilà, moi je dis, jugeons un peu sur pièce, plutôt que sur la qualité des dossiers. Parce qu'on a des gens qui sont faiseurs de dossiers. Alors, voilà. Et des officines spécialisées pour faire les dossiers. Si je peux vous répondre sur ce sujet, c'est une des simplifications administratives qu'on a mis en place à la demande de Bruno Bonnell. C'est que désormais, toutes les pièces justificatives ne sont exigées auprès des entreprises si et seulement si elles sont lauréates et donc sélectionnées. Donc typiquement, tout ce qui est attestation d'être à jour de ses obligations fiscales et sociales, qui sont quand même très importantes pour bénéficier d'une aide de l'État. Elles sont, on a créé une API avec le service des impôts pour plus que les entreprises aient à nous le donner. Et toutes les parties... l'IAS fiscale et compagnie ne sont demandées aux entreprises que si elles sont lauréates. Alors qu'avant, elles étaient demandées au départ. Et par ailleurs, on doit en plus avoir des documents à jour de moins de 3 mois pour ce qui n'est pas de la documentation annuelle. Alors, c'est très bien et c'est vecteur de simplification. Néanmoins, c'est un vecteur de complexité. C'est que on ne peut pas contractualiser l'aide avec l'entreprise, enfin j'ai dit l'opérateur, si on n'a pas reçu les pièces justificatives, parce qu'il y a un moment on parle quand même d'argent public derrière. Et qu'en fait, les entreprises, une fois qu'elles sont lauréates, ne nous envoient pas les documents et après reprochent à l'État les délais de contractualisation. Donc on a perdu 60 jours de délai moyen de contractualisation du fait du retard des entreprises à nous passer les documents. Et donc ce qu'on a voulu, nous, comme un process de simplification, et vraiment c'est un indicateur qu'on suit, on fait la chasse au délai sur à peu près tous les segments de nos procédures, et ben on en a vu, enfin voilà, on a voulu simplifier, mais en fait la complexité, comme la charge est désormais sur l'entreprise in fine, et ben on repère du temps et donc on a des process plus longs. Pauline Martin souhaitait poser une question. Alors, je vais revenir un petit peu aux fondamentaux de cette commission d'enquête qui avait pour vocation de définir un petit peu l'efficience ou pas des opérateurs avec lesquels vous travaillez. Alors, j'ai bien compris dans vos présentations que vous l'aviez plus blanc que blanc, mais il y a quand même un rapport de la Cour des comptes qui pointe un petit peu manque de transparence sur les financements que vous pouvez apporter et peut-être que le fait de travailler avec des opérateurs, donc avec des strates différentes, va favoriser ce souci de transparence. Mais moi j'aurais aimé savoir, vous aviez le choix entre 12 opérateurs, vous en avez choisi 4, que vous nous avez nommés tout à l'heure. Pourquoi pas les autres? Est-ce que c'était un problème d'efficience ou tout simplement parce que ça ne correspondait pas à vos champs de compétences aujourd'hui? Et je vais prendre par exemple
l'exemple de BPI France que vous avez retenu, qui par ailleurs fait un très bon travail dans certains domaines, mais il nous a été souligné dans certaines auditions que la volonté de BPI France de se diversifier peut-être venait entamer son efficacité, son efficience et à un moment donné jouer peut-être contre la bonne réputation que pouvait avoir BPI France jusqu'à maintenant. Ouais, je peux le faire sur le choix des opérateurs. Sur le choix des opérateurs, si je reprends les opérateurs historiques, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Donc, on n'a pas de dispositif sur France 2030 lié au sujet. Donc, on a pris les opérateurs les plus pertinents, j'allais dire. Après, il y a eu des questions qui se sont posées, puisque à l'origine des PIA, puisque le décret qui fixe les opérateurs, il date de juin 2010. Donc, il date un peu. Il y avait directement des organismes nationaux de recherche, par exemple le CNES ou le Commissariat à l'énergie atomique, ou l'ONERA, qui ont été bénéficiaires en direct et qui redistribuaient l'argent. Ce choix n'a pas été fait parce que, pour assurer la traçabilité des crédits, en fait, c'est plus simple quand c'est l'ANR qui crée. Donc ça, c'est sur le point du choix des opérateurs. Si vous regardez le décret de 2010, il y a l'Agence nationale de renouvellement urbain. Vous verrez que nos choix sont en fait assez logiques. Sur la partie évaluation, tu veux y aller, Bruno? Non, vous avez posé une question sur la BPI. Je ne suis pas directeur général de la BPI. Je veux dire par là que le choix stratégique de la BPI leur appartient. Et elle ne peut pas répondre parce qu'elle est conflictée. Mais c'est pour ça. Donc moi, je suis assez à l'aise pour vous en parler. Je ne pense pas, sincèrement, je pense que la BPI est un excellent opérateur sur l'innovation. Je le pense sincèrement. Ils ont vraiment réveillé le monde des entreprises et de l'entrepreneuriat en France. Ils ont fait un super boulot. Ils travaillent sur énormément de sujets. Ils ont beaucoup de gens très compétents à bord. Donc moi, je pense qu'ils ont vécu avec nous une espèce de crise de croissance qui leur a été beaucoup reprochée parce qu'ils ont quand même le mauvais rôle. Ils ont le rôle de dire non 3 fois sur 4. Donc à chaque fois, on leur dit c'est parce que vous n'avez pas eu le temps, on n'est pas d'accord avec vous. Ils ont un deuxième mauvais rôle, c'est que dans les levées de fonds en France, et ça c'est un vrai sujet, si la BPI ne va pas dans une levée de fonds, quand je dis la BPI, c'est notre argent, hein, c'est les fonds qui sont soutenus pour la plupart par France 2030, quand ils ne vont pas sur un risque dans une jeune boîte, les investisseurs ne suivent pas. Donc ils ont le double mauvais rôle de dire non aux subs et aux avances remboursables et d'être indispensables, et s'ils disent non, d'empêcher les boîtes de trouver des fonds propres. Donc je pense que c'est une cible facile, en clair. C'est une cible facile parce que finalement, c'est un élément déterminant pour moi, de mon point de vue. Hein. Et on a des batailles avec la BPI tous les jours. Hein. On n'est jamais d'accord sur rien, on s'engueule sur les dossiers, on n'est pas d'accord sur leur fees. Enfin, mais il faut reconnaître qu'ils ont, sur le territoire et dans le monde entrepreneurial, une activité qui est quand même excessivement efficace. Donc moi, je ne serais pas le premier à dire qu'ils sont en train de se diversifier ou de se perdre. Ils ont une place relativement inconfortable de mon point de vue parce qu'ils ont la place, quand ça marche, tout va bien. D'ailleurs, ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure sur je voulais bien que le mec me rende le million. Mais qu'il le rende, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aimerais bien que des entrepreneurs de notre nation décident de mettre leur argent qu'on leur a confié un jour et qui les a fait réussir, le mettre dans des fonds d'investissement privés dont on a cruellement besoin. J'aimerais bien que des gens qui ont gagné de l'argent grâce au soutien de l'État il y a 10 ou 15 ans se disent « je vais rendre sous une autre forme en soutenant des jeunes entreprises et en y allant ». Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de me dire que depuis qu'on a arrêté les avantages fiscaux aux gens qui mettaient de l'argent de l'ISF dans les entreprises, alors c'est fini, il n'y a plus d'argent à mettre dans les entreprises. Mais la réalité de notre pays, c'est qu'il n'y a pas de personnes privées qui capitalisent sur l'entreprise en France. Et c'est un phénomène unique. Donc l'État se substitue, et notamment BPI, se substitue à un défaut fondamental du tissu d'investisseurs qui est l'investissement privé en France. Et chaque fois que j'ai un micro, je le répète, merci de m'en donner l'occasion de le dire, on a un problème chronique. Alors, on amuse la galerie avec une émission sur M6
sur qui veut être mon associé à coût de 50 000 balles, mais quand un jeune chercheur, quand une jeune entreprise a besoin de trouver des capitaux pour une innovation fondamentale pour demain, et l'État prend un risque énorme qui dit, vous trouvez un, je vous donne un en sub. Pas mal avec France 2030. Et bien, ils reviennent vers nous en disant, on est désolé, merci de donner la sub, mais on n'a pas le million. Parce qu'on ne trouve pas le capital privé. Donc moi, votre ami, là, mais welcome, qui m'appelle, je vais lui dire où il faut qu'il mette son argent. Mais il ne va pas le faire. Et si on l'oblige, parce qu'on c'est simple, on n'a qu'à leur dire que si ça marche, ça revient. Le risque qu'on prend, c'est dans l'autre sens. Si ça ne marche pas, ils vont être les premiers à vous dire, mais que fait l'État? Vous êtes actionnaire, soutenez la boîte. Et à ma connaissance, on ne va pas nationaliser toutes les startups de France. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est qu'il y a une éthique, quelque part à dire, l'État m'a aidé, je vais aider d'une autre manière les jeunes entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faudra bien adresser à un moment donné. Parce qu'on en a besoin. On a une vraie difficulté sur le capital privé en France. Alors on va voir, sur la défense, on va voir ce que vont faire les gens. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je suis d'accord avec vous. Mais donnez-moi le numéro de téléphone de votre copain, moi je vais l'appeler, je vais lui dire, je le prends le million, sans problème. Par ailleurs, il a créé de la valeur, des emplois, il a payé des impôts, payé ses cotisations sociales, et donc il a créé de la valeur pour les finances publiques. Bien, on m'en proposera à Christian Billac de vous donner les coordonnées du millionnaire pour poursuivre les investissements d'avenir et aider la SGPI sur France 2030. Bon, c'était un peu l'audition pas de côté. J'ai juste peut-être une dernière question. Voilà. Quand vous dites que vous vous engueulez toujours avec la BPI, que vous êtes d'accord sur rien, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez refuser les frais de gestion qui vous sont proposés par les 4 opérateurs en question, et comment est-ce que vous challengez le nombre de jours hommes qui est proposé pour instruire tel dossier et les coûts salariaux qui sont mis en face? Alors, comme c'est enregistré et je ne suis pas en permanence en guerre avec la BPI, soyons clairs, c'est une forme de dire que quand vous avez un partenariat et une complicité et une vision partagée sur un certain nombre de choses, vous n'êtes pas toujours d'accord. Voilà, je voulais juste préciser ça. Maintenant, sur la partie très technique de contrôle et des fees, je vais laisser. Alors, donc, je le disais, on a une convention financière qui prévoit des forfaits en fonction des tâches. Donc, il y a des forfaits cadres, c'est-à-dire on lance un appel à projet, et le forfait de cadrage, c'est X, donc on la verse X. Et après, c'est pas au nombre de jours hommes. Enfin, en fait, on a challengé au départ, et ça, c'est ce qui a permis de créer la convention financière qui nous lie à l'opérateur, combien on estimait de jours hommes utiles pour faire une instruction en fonction de la complexité des dossiers. Donc, en gros, on a fait une grille de cotation de nos dispositifs. Enfin, il y en a 3, c'est pas non plus. Il y a des très très complexes, des très simples. Les aides à l'innovation classique, qui sont les concours d'innovation, par exemple, qui est un dispositif qui existe depuis très longtemps. Bon, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher à l'État qu'un dispositif très complexe comme les sujets ArcelorMittal. En plus, je prends des sujets qui sont pilotés par 2 opérateurs. Donc, il y a des forfaits de cadrage. Et puis après, on sait qu'ils ont reçu X dossiers. Et donc, X dossiers égale X vérification d'éligibilité. Il y a eu Y dossiers éligibles et donc Y dossiers instruits. Et donc, c'est Y fois le forfait qu'on a fixé. Et tout ça est suivi au quotidien par nos équipes métiers, puisque le dispositif décarbonation, pour revenir à lui, est piloté chez nous par le conseiller en charge de l'hydrogène et de la décarbonation de l'industrie, et qui sait à toutes les étapes combien il y a eu de dossiers reçus, combien il y a eu de dossiers éligibles, combien il y a eu de dossiers instruits et compagnie. Voilà. Et donc, on a déterminé les forfaits par tâche au début. Il y a une revoyure, ça dépend tous les 2 ans ou tous les 3 ans en fonction des opérateurs et le nom m'échappe. Comment ça s'appelle, les conventions qui fixent les salaires en fonction des branches? Bref, non, voilà.
donc il y a une clause de revoyure, les conventions collectives, merci, pardon, et donc il y a une clause de revoyure en fonction de ça, mais après c'est pas compliqué de challenger puisqu'on a défini avant combien ça coûtait, et si on demande, on a un process très précis, et si jamais sur un dispositif on a une demande spécifique avec une expertise en plus, une analyse juridique très forte, où il faut mandater un cabinet d'avocats, et ben là on paye au réel. Et les dépenses de communication, on les paye au réel. On valide tous les ans un plan de com avec chaque opérateur, et on valide les devis et on paye au réel. Ce qui n'est pas du tout le cas avant. Avant, on recevait une facture tous les ans, on signait un espèce de service fait et c'était bon. Donc vraiment, ça nous permet de piloter. Aujourd'hui, on sait à l'euro près combien nous a coûté les frais de gestion et ce que ça représente. Pas d'autres questions, interventions? Écoutez, merci pour cette fin d'après-midi, début de soirée passée avec nous avec nos commissions d'enquête. Pour notre part, on se retrouve demain après-midi pour une autre audition. Et merci pour cette contribution. Merci à vous.